Et donc, passons à notre troisième joueur du jour. Allons sur David West, si tu veux bien. David West, 8 saisons sur la décennie, 11,6 points de moyenne et 25 minutes de jeu sur la décennie dans son entièreté. Le minutage a sans doute été impacté par les dernières années, beaucoup moins présente, on va dire. Bref, 14 400 minutes au total, 106e total de cette décennie en termes de classement, 574 matchs. En termes de palmarès, pas grand-chose à part le titre en 2017 et 2018. C'est déjà pas mal. Bon, pas de comparaison de draft évidemment, puisqu'il est plus vieux que les sites en question. Lui aussi, il est dans la draft 2003 également, comme Wade. Donc rien sur NBA Draft, rien sur Draft Express, et pas de surnom basketball référence, malheureusement. C'est un peu dommage. Tiens, toi qui es un peu street cred, t'en as pas de tête des surnoms de, de David West. Absolument pas, non. Donc avançons. Donc son parcours, 30 ans au début de notre décennie, je le disais, puisque draft 2003, 18e pick de la draft 2003. Et donc 2011, il est encore du côté des Hornets de la Nouvelle-Orléans. Attention à ne pas confondre avec tous les changements de franchise qu'il y a eu. Et donc il est encore titulaire, 35 minutes de jeu par match, 19 points par match. L'équipe encore avec Chris Paul, évidemment. Ils font les playoffs, ils se font sortir au premier tour par les Lakers de Kobe Bryant sur ces playoffs 2011. Et puis ensuite, c'est la free agency. Et il quitte New Orleans, mais il y a un peu une histoire, je sais pas si tu t'en souviens de ça. Il avait failli rejoindre les Celtics de Ray Allen, Paul Pierce, Ah, je Kevin m'en souviens Garnett. même plus, tu vois. Bah, du coup, il y avait eu un peu des histoires et tout. Bon, il s'était un peu dégoûté parce qu'il croyait qu'il allait venir. Finalement, il n'est pas venu. Il va à Indiana. Et peut-être qu'il a bien fait parce que du coup, il est titulaire, élément important de cette équipe d'Indiana qu'on connaît tous. Il est un élément capital de ce cycle-là, on va dire. 2012, 30 minutes de jeu par match chez les Pacers, 13 points de moyenne. Et en playoff, ça s'arrête contre Miami, justement, au deuxième tour. 2013, avec Paul George qui explose, 33 minutes de jeu par match pour lui, pour David West, 17 points toujours. Et en playoff, ça va jusqu'en finale de conférence, la première des deux. Et puis donc 2014, ben, c'est la deuxième, hein, évidemment. Et lui est toujours titulaire, 14 points de moyenne. Et donc finale de conférence contre le Heat. Pas de revanche malheureusement. 2015, bah, lui est toujours titulaire encore, hein, 29 minutes de jeu par match, pardon, 12 points de moyenne, mais par contre c'est l'année où Paul George est blessé après sa blessure horrible de l'été 2014 avec Team USA où il s'est cassé la jambe, euphémisme de l'année. Et du coup, collectivement, bah, c'est pas top malheureusement. Et puis donc Free Agency, et donc là il va à San Antonio. Il part du côté des Spurs. Et il fait partie de cette très belle équipe des Spurs de 2016, qui est une des meilleures équipes de la décennie, en tout cas en termes de saison régulière. Là, il est plus titulaire, évidemment. Il est seulement sur du 18 minutes de jeu par match, donc un rôle un peu moindre, pas titulaire. Et en playoff, ça s'arrête contre OKC au deuxième tour, ce qui était un mini upset, on va dire, avec cette fameuse fin de match. Peut-être toi, tu t'en souviens, le Dion Waiters qui pousse Manu Ginobili sur une remise en jeu. Bref, donc les Spurs se font sortir malheureusement. Et puis Free Agency, de nouveau, cette fois il part du côté de Golden State. Et donc il fait 2 dernières années à Golden State beaucoup plus anecdotique, on va dire, que son année de role-player aux Spurs, puisqu'il tombe aux Warriors, il tombe quasiment à 12 minutes et 13 minutes de jeu par match. Heureusement, il y aura quand même 2 titres au bout. Mais bref, voilà pour David West sur cette décennie. Donc pour te lancer, c'est vrai qu'on a un déclin qui est relativement rapide, on va dire, à partir du milieu de la décennie, mais on a quand même quelques saisons très sympathiques sur la première moitié. Bah ouais, comme tu as dit, joueur majeur de cette équipe des Pacers, qui elle-même est une équipe majeure de la première partie de la décennie, où il est, même je pense qu'on peut dire, l'âme de cette équipe d'une certaine manière, où t'as une équipe qui passe par Danny Granger, Paul George, etc., George Hill, ça change, après il y a Jeff Teague, etc., il y a Roy Hibbert, mais qui décline brutalement, etc., et en fait, David West dans cette équipe est vraiment le phare, quoi qu'il arrive, lui il est toujours à son niveau, il apporte toujours ce qu'il apporte défensivement, il est toujours la caution pick and roll où il est vraiment sûr dans ce registre-là, toujours le petit shoot mi-distance du poste 4 à l'ancienne, etc. Donc ouais, je pense qu'il est vraiment le phare de ces Pacers et un élément majeur de chacune de leurs campagnes de playoff en plus. Oui, oui, non, mais effectivement, il y a cette période qui est assez importante. Alors, pour le coup, c'était pas tant que ça une efficacité de dingue hein, sur cette période-là aux Pacers, notamment. Il avait des plutôt bons volumes, autour de 20-25% d'usage, et pour l'efficacité, on est autour de la moyenne, un peu au-dessus au début, et puis un peu en dessous ensuite. Mais c'est vrai que c'est un peu une valeur sûre dans cette équipe-là. Le mec était capable d'aller au poste bas ou d'aller chercher des points parfois quand il y avait besoin. C'était pas lui l'attaque, le point focal de l'attaque à travers ces jeux un peu compliqués, mais il pouvait le faire quand il y avait besoin. Et
ce profil un peu scoreur à l'ancienne avec à la fois du post-up, grosse présence au rebond évidemment, plutôt un créateur, donc plutôt un scoreur avec la balle, mais qui avait quand même mine de rien aussi, t'en as parlé un peu sur pick and roll et notamment ce petit pick and pop qui faisait du bien. Jamais vraiment de 3 points, mais en même temps, à l'époque, c'était beaucoup moins problématique que sur la deuxième moitié de la décennie. Et juste le petit mi-distance, finalement, ça allait très bien, quoi. Ça allait très bien entre 2010 et 2015. Donc ça, il avait ça, c'était assez bon. Autre point aussi qu'on peut souligner, un plutôt bon passeur, hein, mine de rien, pour son poste, et qui s'inscrivait bien dans ce collectif-là des Pacers et du jeu développé autour de Paul George, etc., par Frank Vogel. Donc le côté passing vient un peu remonter. C'était pas juste un scoreur autour de la moyenne, quoi. Il y avait ce passing qui aidait bien aussi. Et puis un côté go-to guy, encore une fois, dans des mauvais moments ou quand à côté, quand d'autres joueurs n'étaient pas forcément capables d'aller chercher leur tir, lui, il pouvait le faire, donc il y avait cette valeur-là. Et puis, il y a peut-être aussi l'aspect défensif où, bah, là encore, il était un élément important de cette défense dominante des Pacers. Ouais, tout à fait, ouais. David West, c'est vraiment ce poste 4 à l'ancienne, en tout cas à l'ancienne en NBA, quoi, avec à la fois le côté très rugueux en défense, très physique, très dur, et d'un autre côté, ben, un attaquant très technique avec une véritable intelligence de jeu, etc. Ce qui fait que ça a été vraiment un taulier absolu dans cette équipe, hein, et c'est un joueur qui avait déjà été All-Star par le passé précédemment à New Orleans dans un rôle de numéro 2 à côté de Chris Paul, quoi. Et c'est vrai que il y a vraiment sans la moindre difficulté réussi à endosser un rôle moindre en arrivant à Indiana. Mais à partir du moment où Indiana, ou dans certains matchs, comme tu disais, Indiana avait besoin de retrouver un David West plus scoreur, plus go-to guy, sur qui tu pouvais t'appuyer pour aller mettre des points, notamment au poste bas, il en était encore parfaitement capable, quoi. C'est simplement son utilisation qui avait changé, mais ça permettait aussi d'en faire un taulier, multifacette dans une équipe qui au début était finalement assez jeune. D'ailleurs, un petit fun fact, tu sais quels sont les trois. Alors, avec l'explosion offensive, la moyenne NBA n'a pas arrêté de monter, évidemment. Du coup, les trois dernières équipes à avoir eu un defensive rating, donc le nombre de points encaissés par 100 possessions, les trois dernières équipes à avoir eu un rating en dessous de 100 points encaissés par 100 possessions, c'était les Spurs en 2016. Et avant ça, c'était les Pacers de 2013 et 2014. Et du coup, David West faisait partie de toutes ces équipes. Et ensuite, avec l'explosion du 3 points, ben voilà, les standards, même les meilleures défenses de NBA étaient au-dessus des 100 points par 100 possessions. Bref, petit fun fact. Mais effectivement, je pense que c'est quelqu'un qui, dans beaucoup plus un jeu beaucoup plus aéré, par la suite, aurait eu du mal parce que c'était pas tant que ça un athlète si mobile que ça. Mais en même temps, dans cette période-là, il avait, comme tu dis, l'intelligence de jeu qui était suffisante et même largement suffisante. Pas non plus un protecteur de panier classique, pas quelqu'un qui allait te booster ta défense en défendant les tirs au panier de manière extraordinaire, mais le bon placement, la bonne communication. Sur pick and roll, la fameuse ice défense de Frank Vogel, notamment, la même qu'avec Tom Thibodeau à Chicago. Et puis le côté rebond aussi, qui aidait beaucoup. Un gros rebondeur, pas forcément en termes de volume, mais en termes de box-out et d'intelligence et tout ce que tu veux. En plus, avec une équipe qui avait un rythme très très lent, donc qui cherchait pas forcément à partir très vite sur contre-attaque. Donc bref, il y avait une très belle assise défensive autour de David West et de Roy Hibbert. Et bon, alors juste au passage, hein, je peux le mentionner au niveau des stats un peu défensives des all-in-one. Bizarrement, ils disent que eux, pour eux, donc les Basketball Index ou les modèles des Raptors, etc., c'était pas tant en attaque que c'était un joueur valuable, on va dire. C'était même plutôt en défense qui gagnait une majorité de sa valeur, en tout cas dans ces systèmes-là, dans ces algorithmes-là et ces mesures-là. Mais bref, donc pour souligner aussi peut-être un aspect défensif qu'on n'a peut-être pas autant en tête que l'attaque, évidemment. Mais voilà, c'était un élément important d'une défense très importante d'Indiana, pour moi, je trouve. Donc c'était plutôt à souligner. Oui, oui, moi, pour moi, c'était vraiment l'élément que j'ai mis en avant dès le départ, hein, dans le sens où le David West attaquant, on l'a principalement vu à New Orleans, quoi, mais c'est vrai qu'à Indiana, il a adopté un rôle qui était très différent, quoi. Et c'est vrai qu'un intérieur comme ça, comme je disais tout à l'heure, aussi dur et aussi physique, dans une NBA où les postes 4, il s'appelle Zach Randolph, il s'appelle Al Jefferson, Ouais. ouais, forcément, un défenseur comme ça, il doit avant tout être lourd, solide sur ses appuis, et physique, justement, pour résister à des joueurs qui vont te jouer au poste bas, quoi. Et c'est vrai que David West, je pense que de ses années à New Orleans à la fin de ses années à Indiana, était vraiment le poste 4 typique de NBA. C'est pour ça qu'il a été All-Star 2 fois d'ailleurs, quoi. Où c'était vraiment un basketteur très intelligent dans un morphotype et avec une palette technique très adaptée aux exigences du poste à ce moment-là.
Peut-être la petite nuance qu'on pourrait mettre à sa carrière à Indiana, c'est qu'il a pas pu éviter, en tant que bon vétéran, l'explosion du vestiaire de cette saison 2014, malheureusement. Tu me dis, hein, si tu as d'autres choses à rajouter, tu m'interromps. Sinon, on peut dire avec son minutage de playoff, 2300 minutes au niveau des playoffs pour David West sur cette décennie, le 30e total de la décennie, c'est pas mal. 94 matchs, c'est même 23e en termes de matchs joués de playoffs sur cette décennie. Donc vraiment plutôt pas mal, hein, pour David West. Et du coup, au niveau du classement, très simplement, où est-ce qu'on l'imagine? Du coup, comme je t'ai dit avant, c'est un joueur que j'ai eu beaucoup de mal à situer, moi, pour ma part. Ouais. Et c'est vrai que j'ai repensé à la dernière émission qu'on avait fait, on avait parlé de David Lee, et c'est vrai que je l'aurais mis à peu près dans la même zone. Ouais, je suis assez d'accord. Et pour moi, j'avais comme point de repère, pardon, David Lee, et je le mettais plutôt au-dessus parce que, pour la défense, quoi, que David Lee n'a pas. Je sais pas ce que tu en penses, mais je trouve que David West était plus bon défenseur que David Lee était meilleur attaquant, peut-être, ou je sais Je pas. pense surtout que David West était un bien meilleur attaquant que David Lee n'était un défenseur. C'est ça, ouais, voilà. Exactement, c'est la contraposée. Oui, oui, effectivement, je suis assez d'accord. Et après, la question, c'est jusqu'où est-ce qu'on va gratter? Est-ce que, bah, par exemple, avec Eric Bledsoe, on le fait passer par-dessus ou pas? C'était mon interrogation aussi. Sur le papier, j'avais Bledsoe devant, mais pas très largement non plus, quoi. Parce qu'après, donc, pour dire, on est autour de la 58, 9e place. Donc là, on a du Jeff Teague, George Hill, Eric Bledsoe. Est-ce que 4, 5, 6, 7, 6 années de David West, ça peut passer au-dessus de ça? Je ne sais pas. Ouais, sinon, mais on peut le mettre juste directement devant David Lee. Ouais, pour moi, c'était collé à David Lee, un peu devant, effectivement. Ouais. Oui, en plus, ils ont à peu près les mêmes longévités, hein, il me semble. Hein, parce que C'est ça, ouais, c'est pour ça que j'avais vraiment pensé à lui au départ. niveau demi-décennie, David Lee a à peu près la même chose. Ok, bah faisons ça. On est exactement pareil au niveau du classement. Et donc, petit quiz pour finir. Alors, bah, c'est encore une fois un kické dans l'effectif, et c'est encore une fois une saison 2014. Est-ce que tu es capable de me citer des joueurs de cet effectif 2014 des Pacers qui étaient partis sur des bases de 75 victoires en saison régulière et qui finalement c'est un peu cassé la gueule après la trade deadline? Après la trade deadline, où du coup il récupère Evan Turner, Exactement. où il se sépare de Danny Granger. Tout à fait, ça compte. Donc les autres membres de l'effectif donc sont Paul George, Roy Hibbert, Ouais. George Hill du coup, ou c'est Oui, Jeff tout à fait. Teague? Non, Non, tout c'est à fait. George Hill, Jeff Teague à Atlanta. Lance Stephenson, en toute Oui. logique. L'homme qui était All-Star, qui aurait dû être All-Star devant Aaron Aflalo. Et c'est vrai que pour le reste, je vais un peu sécher, parce que c'est vrai que c'est une équipe qui s'appuyait tellement sur son 5 majeur. Il doit y avoir peut-être CJ Miles? Non, pas encore. Mais alors, t'as les principaux, hein, de la rotation, hein, Paul George, Lunt, Roy Bert, etc. On est plus dans du role-player, on va dire, maintenant. Alors, le pivot backup, on le connaît bien, notamment. Ancien des Spurs. Ian Mahinmi, ouais. Exactement, ouais. Champion avec les Mavericks, évidemment, Ian Mahinmi. Alors, on avait aussi un autre intérieur, là. Je ne sais pas si tu t'en souviens. Un intérieur, un ancien All-Star, 2 ans auparavant, qui avait été récupéré à la trade deadline aussi. Qui avait fait du bowling à Philadelphie. Andrew Bynum. Exactement, Bynum a été récupéré. Exactement. Alors, je crois par un passage par Cleveland et par Chicago. Enfin bref, c'était un peu voilà, dégringolade pour Bynum, mais en tout cas, il était là. On avait aussi un ancien, un ancien des Rockets notamment, mais un intérieur très technique des Rockets. Luis Scola. Exactement, Luis Scola sortait du banc pour cette équipe des Pacers. Ah, c'est vraiment une équipe d'un autre temps, quoi. Oui. C'était Luis Scola était une des additions de l'intersaison, on va dire. Après, on avait un meneur backup, on va dire, je sais pas, qui était passé par Golden State. Ensuite, les Bulls, c'était le backup de Derrick Rose. Ensuite, donc les Garrett Pacers. Temple? Non. Ensuite, il fait Pacers. Et ensuite, il finit par Orlando. Non, mais je crois qu'il est un peu compliqué à deviner. C'était CJ Watson. CJ Watson, si, absolument. Je t'épargne aussi Orlando Johnson. Ah, il y avait pas le mec avec les dreadlocks, là? Oui, exactement. Flûte. Un shooter. Ouais, qui a joué au Knicks aussi. Exactement. L'année avant, il était au Knicks. Qui a un nom assez long, hein, si je dis pas de bêtises. Nom de famille assez long, non? Je peux te donner le prénom, c'est Chris. C'est Chris, ouais. Et je me rappelle plus de la suite, Harrelson, peut-être, ou un truc comme ça. C'était Chris Copeland. Copeland, absolument. On avait un autre intérieur d'ailleurs, le frère de Ray Allen.
qui était drafté dans intérieur défensif, qui n'a pas fait long feu en NBA. Non, c'était Lavoy Allen. Lavoy Allen, oui, tout à fait. Ouais, exact. On avait Donald Sloan aussi. Je sais pas si tu t'en souviens de Donald Sloan. Si. Rachel Butler aussi a fait une petite pige dans cette équipe. Et puis peut-être le dernier, tu peux le trouver. Je crois qu'ensuite, c'est un intérieur... Enfin, non, plutôt un poste 3 défensif qui a fait les Pelicans, qui a fait... non, c'est un peu compliqué. C'est Solomon Hill. Ah, Solo Hill, bah, bien sûr, parce que rapidement, ils ont eu plus, je sais plus, 3 ou 4 mecs qui s'appelaient Hill dans l'effectif à un moment. Oui, c'est vrai. c'est vrai. Et donc voilà pour cette équipe des Pacers 2014 qui était promise à de grandes choses et qui finalement a fait moins que prévu. Peut-être on peut le formuler comme ça.